Le Royaume-Uni se sépare de l'Union européenne après 43 ans de vie commune. Les résultats du référendum sont tombés. Le Brexit l'emporte avec 51,9% des voix contre 48,1% pour rester dans l'UE. L'OCDE remet à l'État ivoirien son rapport sur le développement de la Côte d'Ivoire. Le rapport a été réceptionné à Paris, en France, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et la Côte d'Ivoire qui engage la lutte contre la contrefaçon. Un comité national vient d'être créé pour venir à bout de ce phénomène qui fait perdre à l'État ivoirien 780 milliards de francs CFA. Le président sénégalais Macky Sall a gracié Karim Wade, le fils de son prédécesseur Abdoulaye Wade. Il a été libéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. À peine libéré, Karim Wade se serait rendu au Qatar. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Après 43 ans de vie commune, le Royaume-Uni se sépare de l'Union européenne. Les résultats du référendum sont donc tombés. Le Brexit l'emporte avec 51,9% des voix contre 48,1% pour rester dans l'UE. C'est une victoire d'une courte tête avec une forte participation, plus de 72%. Le Premier ministre David Cameron, qui a fait campagne pour le IN, a annoncé sa démission d'ici le mois d'octobre. Kader Ouattara, Hugues Vibli. L'Europe se réveille avec la gueule de bois. Les Britanniques se sont prononcés à 52% pour une sortie de l'Union européenne. Tout le monde avait en tête cette possibilité, mais personne ne voulait y croire. La Grande-Bretagne vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en optant pour le Brexit avec un taux de participation de plus de 72%. C'est un résultat qui provoque des réactions contradictoires, stupeur et incrédulité chez les partisans du maintien. Le Premier ministre David Cameron annonce sa démission. Dans le camp du Brexit, c'est plutôt la jubilation. Au-delà des réactions contradictoires, cette sortie bouleverse la finance mondiale. La plupart des bourses du monde entier ont ouvert en baisse. La monnaie britannique, la livre sterling, dégringole. Elle est à son plus bas niveau depuis septembre 1985. Le mariage entre Londres et Bruxelles a été scellé en 1973. 43 ans plus tard, le divorce est effectif. Voilà, le divorce est effectif depuis aujourd'hui. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. De nombreux dirigeants européens regrettent un coup porté à l'unité de l'Europe après la victoire du Brexit. Quel avenir pour les Britanniques? Quelles sont les conséquences économiques, politiques? Toutes ces questions ont été traitées par un économiste ivoirien. C'est au journal de 13h du RTI 1 aujourd'hui. Le reportage a été réalisé par Kader Ouattara et Jean-Jacques Kwame. L'Union européenne en perd une étoile. La Grande-Bretagne sort de l'Europe. Conséquence, la finance internationale est dans le rouge. Depuis ce vendredi, un vent de panique souffle sur les grandes places financières. De Londres à Tokyo, en passant par New York et Paris, les bourses mondiales sont en chute libre. La livre sterling aussi est au plus bas depuis plus de 30 ans. Les bourses sont les premières à réagir, comme d'habitude. C'est d'abord l'impact court terme qui prime. Le marché réagit à l'incertitude que cela présente. C'est quand même inédit. Un poids lourd de l'Europe commerciale qui sort. Il faut savoir que sur les marchés financiers en général, dès lors que la livre perd 2%, c'est, on va dire, la panique. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 10% de sa valeur. Ce vent de panique ne concerne pas la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, dont fait partie la Côte d'Ivoire, précisent les spécialistes. La raison, la Grande-Bretagne n'appartient pas à l'euro monétaire à laquelle le franc CFA est arrimé. Pour ce qui concerne la zone UEMOA, qui est une zone qui est très peu exposée aux devises étrangères, dont la livre, dont le dollar, il y a en réalité très peu d'impact à prévoir pour la zone UEMOA. Le monde financier avait anticipé un vendredi noir en cas de Brexit. Il est encore trop tôt pour déterminer son impact sur la vie économique du pays et de ses voisins, mais l'onde de choc mettra du temps à se dissiper. Voilà, ajouter que pour terminer que le Parlement européen se réunira d'urgence en session plénière le mardi 28 juin prochain afin de définir les prochaines étapes nécessaires dans la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
L'OCDE remet à l'État ivoirien son rapport sur le développement de la Côte d'Ivoire. Ce rapport a été réceptionné à Paris, en France, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'organisation affiche sa volonté d'accompagner notre pays sur la route du développement. Elle aidera donc la Côte d'Ivoire à franchir tous les obstacles, nous explique Sylvie Touré. Lisbonne, Porto, Viseu et Paris. 3 destinations, un seul but, donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'intégrer au cours des 4 prochaines années le prestigieux club des pays émergents. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur l'OCDE, l'Organisation de la coopération de développement économique. Elle a commandité une étude auprès de l'institution pour avoir le regard de ses experts sur le projet. 3 rapports ont été élaborés. Ils stipulent que l'émergence passe par une croissance inclusive. Les experts de l'OCDE sont optimistes. L'émergence en 2020 est possible. Et les leviers importants à pousser, c'est vraiment cibler une diversification de l'économie, une modernisation de l'économie à travers un soutien pour toutes les chaînes de valeur agricoles qui font toujours la base de l'économie. Il faut aussi une démarche vers l'industrialisation. Il faut aussi créer une infrastructure qui peut soutenir cette émergence et le gouvernement est vraiment en train d'agir là-dessus avec une implication du secteur privé important. L'organisation accompagnera le pays dans sa marche et dans sa démarche à travers une assistance dans la mise en œuvre des stratégies et un suivi-évaluation. Un protocole d'accord a été signé à cet effet. Il renforce ainsi le partenariat avec l'OCDE, selon le Premier ministre. Chaque année, nous allons nous retrouver pour voir sur chacun des points, signaler comment nous avons avancé, où nous sommes en retard, comment c'est le mouvement, de manière à ce que d'ici 2020, nous ayons atteint l'émergence souhaitée. L'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire s'est fait en 3 étapes. D'abord, l'évaluation initiale, phase de diagnostic réalisée sur le terrain et qui a mis en lumière les obstacles au développement. Ensuite, l'analyse approfondie des obstacles accompagnée de recommandations. Enfin, la phase 3, intitulée de l'analyse à l'action, consacrée à la mise en œuvre concrète des recommandations de politique proposées. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir réalisé une telle étude auprès de l'OCDE. Loin de Paris, ici à Abidjan, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme se prononce sur la réforme de l'ACD, l'arrêté de concession définitive à l'Assemblée nationale. Mamadou Sanogo a expliqué aux députés les avantages de l'ACD qui reste une réforme révolutionnaire dans le domaine du foncier urbain. Ce précieux sésame résout les nombreuses failles du système d'acquisition du titre de propriété en Côte d'Ivoire. Un ACD peut être obtenu en 2 mois seulement si le requérant à les dossiers conformes et complets. 7 experts du Fonds monétaire international sont en mission à Abidjan. La délégation est venue s'imprégner du plan national de développement PND 2016-2020 afin de déterminer sa participation dans le financement. La mission du FMI va donc rencontrer les départements ministériels techniques. À partir de lundi, c'est ce que nous dit Adama Kone. Séance de rattrapage pour le Fonds monétaire international, FMI, pourrait-on dire. Silencieuse lors du groupe consultatif de Paris, les 17 et 18 mai dernier, l'institution de Bretton Woods a dépêché une mission à Abidjan depuis ce vendredi. Feuille de route, feuilleter le plan national de développement PND 2016-2020 pour déterminer la contribution du FMI au financement. Le montant de soutien financier dépendra des besoins identifiés et aussi de la force des politiques qui sont dans le programme. Au-delà, l'institution financière internationale affiche sa détermination à être une compagne stratégique de la Côte d'Ivoire sur son parcours vers le développement. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, est dans une période ascendante très très belle, si vous voulez, mais le monde est fait de parfois des difficultés, il peut y avoir des chocs externes, des problèmes de sécurité, de termes de l'échange. L'environnement international aussi est moins favorable qu'il ne l'a été. Et donc il est important, si vous voulez, de faire en sorte que la belle histoire qu'on est en train de vivre continue et que si justement il y a des difficultés exogènes et autres, qu'on puisse y faire face. C'est ça un peu l'enjeu, si vous voulez, et donc notamment pouvoir assurer la viabilité de la dette et aussi la viabilité des finances publiques à long terme. Forte de 7 membres, la mission du FMI qui débute officiellement lundi prochain avec les rencontres techniques avec la partie ivoirienne durera 2 semaines.
Niamey, la capitale du Niger, accueille depuis hier la deuxième session ordinaire de la conférence des ministres en charge des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que la 14e réunion des ministres des télécommunications de la CEDEAO. Des rencontres qui ont pour but de donner un nouveau souffle à la Poste et les TIC joueront un rôle important dans l'atteinte de cet objectif. Mamadou Kwasi. Les activités postales dans notre région en général et en Côte d'Ivoire en particulier battent de l'aile depuis ces 2 dernières décennies. Une chute due à l'expansion des TIC, technologie de l'information et de la communication. Il faut donc donner un nouveau souffle à cette activité qui a pendant longtemps été un secteur clé de l'économie. La CEDEAO a mis en place une organisation regroupant les ministres en charge de la Poste pour apporter des solutions. À ce rendez-vous de Niamey au Niger, il s'agit pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, président de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest et ses pairs, de faire le bilan des activités réalisées depuis ces 4 dernières années pour sauver la Poste. Les TIC ont effectivement été à l'origine des difficultés que connaissent la plupart des postes, mais en même temps nous entrevoyons tous dans les TIC l'opportunité qui va permettre à nos postes justement d'avoir une deuxième jeunesse. Nous entrevoyons tous une intégration la plus forte possible des TIC dans le fonctionnement de nos postes, dans l'organisation de nos postes et également dans la fourniture de services aux populations, donc aux clients de nos postes. Cette double rencontre portant sur la 10e session ordinaire de la conférence ministérielle des postes des États de l'Afrique de l'Ouest et la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications a été l'occasion pour le Premier ministre du Niger d'inviter les acteurs de ce secteur à s'investir davantage pour que les TIC jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Votre réunion se tient à un moment où notre espace communautaire est confronté à des défis de sécurité considérables avec des attaques terroristes perpétrées jusque dans nos grandes villes, actes terroristes accomplis ou facilités malheureusement par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Au cours de ces rencontres, les ministres en charge de la Poste vont plancher sur une réglementation commune au niveau de la CEDEAO pour le développement du secteur postal, mais aussi ajuster les points de vue avant le prochain congrès mondial de l'UPU, Union postale universelle, prévu en octobre prochain en Turquie. Il va s'agir également au cours de cette session du renouvellement des instances de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. La Corée du Sud veut relancer ses relations économiques et commerciales avec la Côte d'Ivoire. L'agence coréenne, la KOTRA, vient donc d'ouvrir son bureau à Abidjan. L'objectif est d'attirer les acteurs du marché ivoirien vers les entreprises coréennes. Voyons la cérémonie d'inauguration avec notre reporter Chantal et Ouma Kandan. Les échanges bilatéraux et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République de la Corée du Sud se renforcent davantage. La KOTRA, agence de promotion des investissements coréenne, vise à contribuer à la réussite de la coopération économique. La KOTRA ouvre ses portes d'Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est le centre, c'est le plus important pays. Nous croyons que l'économie de Côte d'Ivoire va augmenter toute l'année. Nous espérons que beaucoup d'opportunités de business entre deux pays. L'ouverture du bureau KOTRA à Abidjan fait suite à la visite du chef de l'État Alassane Ouattara à Séoul en 2014, lors du premier forum économique Corée-Côte d'Ivoire. C'est donc avec une réelle satisfaction que l'État de Côte d'Ivoire accueille à nouveau la KOTRA. Nous exportons moins que nous importons de Corée. Et ces échanges tendent à s'intensifier encore plus. La Corée, comme dans d'autres pays, dispose d'un fonds de développement qui appuie les pays en développement dans des secteurs comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Et au département des infrastructures, nous avons l'ambition de pouvoir bénéficier de ces ressources. La KOTRA est pour la Corée du Sud ce que le CPC représente pour la Côte d'Ivoire. La réouverture de son bureau d'Abidjan est suivie par une signature de convention en vue de stimuler le développement des échanges économiques et commerciaux. Un laboratoire de biologie moléculaire est désormais logé au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny à Bingerville. Les activités de ce laboratoire vont contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Comment? Voyons cela avec Francis Boifou.
Des laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingéville. Ils comprennent des équipements de dernière génération et doivent contribuer à la sécurité alimentaire à travers des analyses sur les maladies virales. Premier défi, lutter contre les virus qui détruisent le manioc dans les plantations. Dans ce laboratoire, nous allons faire du diagnostic, nous allons faire aussi de la caractérisation des virus, nous allons faire aussi ce qu'on appelle le génie génétique, le clonage. Ces laboratoires ont été construits dans le cadre du programme ouest africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE. Nos étudiants vont pouvoir avoir accès à ces matériels de pointe, donc n'auront plus besoin d'aller soit en France, aux États-Unis par rapport à ces laboratoires de biotechnologie ou de biologie moléculaire. Les enseignants pour faire leurs recherches, leurs thèses. Aujourd'hui, la recherche est en train d'être faite sur le manioc, mais nous avons l'igname, nous avons d'autres tubercules. On pourra faire des semences de qualité qui vont pouvoir résister aux maladies virales. Si ceux de la Côte d'Ivoire comprennent plus d'équipements, les laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie existent également au Burkina Faso, au Bénin et au Nigeria, toujours dans le prolongement du programme WAVE. Ce programme est financé par Bill et Melinda Gates Foundation et le département for International Development du Royaume-Uni. La Côte d'Ivoire, notre pays, engage la lutte contre la contrefaçon. Un comité national vient d'être créé pour venir à bout de ce phénomène qui fait perdre à l'État des sommes importantes. La contrefaçon est une activité en pleine expansion. Aucun secteur n'y échappe. Alimentation, musique, bref, difficile aujourd'hui de faire la différence entre un produit contrefait et l'authentique. Mais dans ce reportage qui va suivre, le Comité national de lutte contre la contrefaçon nous donne quelques pistes pour faire cette différence. Adama Kone. Chaque année, plus de 2 milliards de consommateurs à travers le monde souffrent de troubles liés à la consommation de produits de fraude ou contrefaits. En l'espace de quelques années seulement, la contrefaçon, qui était une pratique marginale, s'est muée en une véritable industrie qui touche tous les secteurs d'activité. Le contrefacteur, généralement le fabricant, il est en dehors du pays où il fabrique les produits de contrefaçon. Ensuite, intervient le transporteur qui peut être intéressé à la fraude ou pas. Et puis, les produits contrefaits sont débarqués dans les ports des pays voisins. Et c'est à partir de là que ces produits rentrent en Côte d'Ivoire, soit par la route ou par les voies lagunaires. La contrefaçon, c'est la reproduction illégale d'une marque, d'un dessin, d'un modèle ou d'un brevet. La qualité du produit, le prix anormalement bas, l'emballage, le logo sont des indicateurs auxquels doivent faire attention les populations pour différencier le produit authentique du produit contrefaisant. Lorsque vous présentez une denrée alimentaire, ce produit-là doit respecter, l'étiquetage doit respecter un certain nombre d'informations, notamment la date de fabrication, la date de production, le nom commercial, la dénomination de vente, la liste des ingrédients, le nom du fabricant, l'importateur. Toutes ces informations-là permettent aux consommateurs de pouvoir faire le choix. Selon les experts en santé, les contrefaçons de médicaments représentent un risque pour la santé publique en raison de leurs contenus qui peuvent être dangereux. En Afrique, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que plus de 100 000 personnes meurent chaque année du fait des médicaments contrefaits. La contrefaçon est un danger que les populations tentent de justifier par la cherté de la vie. La population, elle regarde ce qui est abordable, accessible. Donc les gens, ils ne regardent pas, ils regardent, bon, c'est moins cher, ils prennent. Le prix Côte d'Ivoire est très cher, le pays est dur. Côte d'Ivoire, là, même si tu prends pour vendre, tu as besoin de 500. Boïtaguette, là, on peut dire que lui, il est un peu mieux. Le secteur du textile est l'un des plus touchés par ce fléau. Selon les professionnels du pagne, environ 300 conteneurs de textiles de contrefaçon sont débarqués chaque année sur le marché ivoirien depuis 2000, causant de graves conséquences pour l'industrie locale du textile. Il y avait, il y a un peu plus de 20 ans, plus de 100 usines dans la sous-région. Il y avait plus de 100 usines, il en reste 5. Donc nous continuons à nous battre, nous continuons à lutter en espérant que, bien qu'étant les derniers à survivre, nous parviendrons encore à survivre le plus longtemps possible, à protéger des emplois, à générer de la richesse dans notre pays. Nous payons des impôts, nous payons des droits de douane
Parce que ça aussi, il faut en parler. La plupart des contrefaçons qui rentrent en Côte d'Ivoire rentrent en fraude. 780 milliards de francs CFA, soit 7,46% du produit intérieur brut PIB, c'est le montant que fait perdre le phénomène de la contrefaçon à l'État de Côte d'Ivoire. L'État a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en créant un comité national de lutte contre la contrefaçon. Il est temps que les textes qui répriment la contrefaçon, qui répriment le piratage, soient strictement appliqués. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller saisir les marchandises, venir les détruire, et après le contrefacteur reprend ses activités. Mais il faut le frapper au portefeuille, par exemple. Les contrebandiers procèdent de plusieurs manières pour tromper la vigilance des consommateurs. Lorsque le produit frauduleux est saisi, la loi prévoit 2 types d'amendes. Aussi, l'État a-t-il mis à la disposition des consommateurs 2 numéros verts pour signaler toute irrégularité. Il y a une amende de 100 000 à 1 million à payer et une peine privative de droit de 3 mois à 3 ans. Ce sont des peines qui ne sont pas dissuasives. Il va falloir revoir ces textes-là pour punir la contrefaçon encore plus sévèrement. La contrefaçon a un impact économique, sanitaire et social négatif, freinant le développement. Médicaments, produits alimentaires, œuvres de l'esprit, mais aussi textiles, cosmétiques, téléphones, pièces détachées, accessoires automobiles, tous touchés par le phénomène. Des actions rigoureuses et vigoureuses sont donc nécessaires. Voilà, espérons que tout cet appel sera entendu. Le reportage a été réalisé par Sephora Zegui et Adama Kone. Parlons maintenant de la promotion de la petite enfance. Combien sont-ils les enfants qui fréquentent le préscolaire en Côte d'Ivoire? Selon les acteurs du système éducatif, le taux de fréquentation est faible et pourtant les parents devraient inscrire leurs enfants dans ces structures d'encadrement. Ils sont unanimes, le préscolaire demeure un atout pour le développement de l'enfant. Amadou Walter de RTI Boaké. Dabakala, centre de protection de la petite enfance. Seulement, ce sont 10 pensionnaires pour une capacité de plus de 200 enfants. Le centre de la petite enfance n'est pas beaucoup fréquenté. Nous avons que 68 tout petits qui sont au centre préscolaire. Et donc, nous appelons véritablement nos parents à inscrire les enfants. Mais au-delà de ça aussi, on peut noter certaines difficultés. Il y a beaucoup de parents qui sont illettrés, qui eux-mêmes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc qui ne voient pas forcément la nécessité de mettre l'enfant à l'école. Pauvreté, analphabétisme des parents, quelques entraves à l'accès du préscolaire aux tout-petits. En 2012, une étude du ministère du Plan et du Développement révélait qu'un enfant d'un milieu favorisé a 20 fois plus de chances d'être inscrit dans un centre d'encadrement du jeune enfant. Celui qui a fait la maternelle, lui, on a eu le temps de voir comment il vit, on a eu le temps de rééduquer son comportement parce que chez nous, on dit le meilleur âge pour éduquer un enfant, c'est de 0 à 5 ans. En réponse à cette situation, un projet, le DIGE, Développement intégré du jeune enfant. Il s'agit d'informer, éduquer les parents, les familles et communautés à adopter les bonnes pratiques de soins, de protection et d'éveil du jeune enfant. Pour consolider les acquis du DIGE et améliorer ses actions en faveur du jeune enfant, un séminaire s'est tenu à Yamoussoukro. Participant, une cinquantaine d'acteurs appuyés d'experts de la petite enfance. L'enfant sera pris dans sa globalité et cela est un atout pour l'éducation, formation, pour le développement global de l'enfant. Et je ne suis pas satisfaite parce que l'enfant est l'homme de demain. Avoir donc un document consensuel qui donne une vision, des stratégies et un plan opérationnel pour effectivement faire en sorte que à la fois les parents, les enseignants et les encadreurs puissent effectivement travailler ensemble. Coordonnée par le ministère du Plan et du Développement, la présente session de réflexion a été financée par l'UNICEF. Son objectif, contribuer efficacement à une meilleure prise en charge de la petite enfance. Voilà, c'était un reportage de Amadou Walter de RTI Boaké. Et la RTI qui lance ses émissions de vacances, tous les ingrédients sont réunis pour captiver les téléspectateurs et auditeurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 annoncent des grilles de programmes innovantes pendant ces vacances. Éric Goury.
Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 1 et RTI 2 prennent rendez-vous avec auditeurs et téléspectateurs pendant ces vacances 2016 pour tenir en haleine le public. Ces chaînes adaptent leur contenu afin d'assumer pleinement l'une des missions de la radiodiffusion télévision ivoirienne, le divertissement. Radio Côte d'Ivoire va à la rencontre de ses auditeurs avec Radio Vacances. Les équipes de production vont sillonner 9 villes du pays. La plupart des productions vont sensibiliser la jeunesse. Nous allons sensibiliser les jeunes gens sur les risques du VIH-Sida et sur le tabagisme. Fréquence 2 se positionne comme la radio des jeunes avec des innovations pour ses vacances. C'est vraiment une tranche jeune, une tranche fun où on va avoir des pupils en termes d'invités, où on va avoir des auditeurs qui participent parce qu'ils ont leur part d'animation dans ce programme. Petit choco sur le côté, concours de drague. RTI 2 mettra un accent sur des telenovelas et fera surtout la part belle aux jeunes à travers plusieurs programmes. RTI 2 vient cette année avec 2 nouveaux jeux qui viennent pour consolider leur position et donner aux téléspectateurs de pouvoir se faire apprécier et également solliciter pour les téléspectateurs le soutien et l'accompagnement qu'il faut dans ce sens-là. Sur RTI 1, des émissions phares font leur retour. Podium et Clash vont rythmer les vacances, sans oublier les films des réalisateurs ivoiriens. Nous aurons le grand retour de la fiction ivoirienne et une fiction africaine qui s'appelle Sté. Sté, c'est tous les mercredis à 20h50 sur RTI 1 et où il est question de la problématique des couples mixtes. Ce contenu de programme alléchant a besoin d'être accompagné par les sponsors. C'est pourquoi le directeur marketing de la RTI les invite à associer leur image à toutes ces productions qui draineront du monde pendant ces vacances. Hors de la Côte d'Ivoire, le président Macky Sall a gracié Karim Wade, le fils de son prédécesseur Abdoulaye Wade. Karim Wade a été libéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. À peine libéré, il se serait rendu au Qatar. Rappelons qu'il était en détention depuis plus de 3 ans et avait été condamné en mars 2015 à 6 ans d'emprisonnement pour enrichissement illicite. Salimatou Dia, Hamza Diaby. Le bruit courait, la rumeur circulait au Sénégal depuis des jours. La présidence confirme. Karim Wade vient d'être gracié par le président Macky Sall. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a été remis en liberté dans la nuit du jeudi à vendredi. Il a quitté la prison de Rebeuss aux environs d'1h du matin pour une destination non encore précisée, même si certaines sources évoquent le Qatar. Pendant ce temps, un communiqué de la présidence annonçait la nouvelle au peuple sénégalais, ainsi que la libération de 2 autres co-accusés dans cette affaire des biens mal acquis. Néanmoins, les sanctions financières à l'encontre de l'ex-ministre reste en vigueur. Son arrestation en avril 2013 avait déchaîné les passions et son procès avait tenu le pays en haleine pendant 18 mois. À l'issue de son jugement en mars 2015, Karim Wade écope de 6 ans d'emprisonnement et 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Désormais, c'est la remise en liberté de celui que nombre de Sénégalais surnomment ministre du ciel et de la terre qui ne laisse guère indifférent. En sport football, le tirage au sort du 3e tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2018 vient d'être effectué. La Côte d'Ivoire et l'Algérie n'ont pas été épargnés par le sort. L'Algérie hérite d'un groupe avec le Nigeria, le Cameroun et la Zambie. La Côte d'Ivoire, notre pays, devra se défaire du Maroc, du Mali et du Gabon. Seydou Ouattara, Sébastien Ouéguin. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018 Zone Afrique. Les champions d'Afrique en titre ont hérité du groupe C, en compagnie du Gabon, du Mali et du Maroc. Les éléphants retrouvent le Gabon avec lequel ils sont dans le même groupe des éliminatoires de la CAN 2017. Dans cette équipe se trouve le meilleur joueur africain, Aubameyang. Le Maroc, avec à sa tête Hervé Renard qui a conduit les éléphants à la victoire finale de la CAN 2015, est un sérieux client pour les éléphants de Michel Dissué. Le Mali est toujours difficile à jouer pour les éléphants. Et la dernière CAN la teste bien avec un nul 1-1 acquis en fin de partie. Ce sont des bonnes équipes.
Après, eux aussi, ils savent que jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Donc maintenant, il convient pour nous d'avoir le plus grand respect et de bien préparer nos matchs. Avec un groupe rajeuni, Michel Dissu attaquera sans complexe ses éliminatoires dans une poule C assez relevée. Le groupe B avec la Zambie, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria. Le groupe D avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cap-Vert. Enfin, le groupe A, la Tunisie, la Guinée, la RDC et la Libye. Les éliminatoires qui se disputeront en 6 journées commenceront le 3 octobre pour s'achever le 17 novembre 2017. Là, et on croise le doigt dans le groupe C, on dit la chance sera de notre côté. Merci à vous tous de votre aimable attention.